Oh, Vincent Vega, our man in Amsterdam. Jules Winfield, our man in Inglewood. Get your asses down in there. God damn, nigga, what's up with them clothes? You don't even want to know. Where's the big man? Big man's right over there taking care of some business. D'après Galilée, le grand livre La Nature est écrit en langage mathématique. À travers cette capsule, nous allons aborder un chapitre de ce livre consacré au mouvement du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre. Pour introduire cette vidéo, observons le dessin suivant qui représente le Soleil, la Terre et la Lune. Et posons-nous la question, comment interpréter les mouvements du Soleil et de la Lune par rapport à la Terre? Alors pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir les outils de la physique qui seront nécessaires pour l'interprétation de ces mouvements. Ensuite, nous nous occuperons du Soleil et de la Terre, et enfin de la Lune et de la Terre. Un mouvement est-il absolu? Pour répondre à cette question, nous allons imaginer l'expérience suivante. Nous avons ici un tapis roulant, qu'on va considérer qu'il est en fonctionnement, c'est-à-dire qu'il va se déplacer par rapport au sol là. Sur le tapis roulant, nous avons une personne qui va laisser tomber une balle. Et nous allons avoir deux caméras, une caméra située sur le tapis roulant, donc il va se déplacer à la même vitesse que le tapis roulant, et une caméra située au niveau du sol ici. Alors la question qu'on va se poser, c'est que vont filmer les caméras? Alors voici ce que va filmer la caméra située sur le tapis roulant. Elle va voir une chute verticale de la balle, tandis que la caméra située sur le sol va voir ce mouvement-là. En fait, ce mouvement-là, c'est la combinaison de la chute verticale de la balle plus la translation du tapis roulant. Donc conclusion, un mouvement n'est pas absolu. Le mouvement de la balle là dépend de la caméra. Donc nous, de manière générale, on va dire qu'il dépend de l'observateur. Donc un observateur qui aurait été à la place de la caméra aurait vu ce mouvement-là, tandis qu'un observateur situé ici au niveau du sol aurait vu ce mouvement-là. Donc pour simplifier, ce qu'il faut retenir, c'est que pour décrire le mouvement d'un objet, il faut toujours préciser où se situe l'observateur qui observe le mouvement de l'objet. Qu'est-ce que la force de gravitation? Donc la force de gravitation, c'est une force attractive qui va s'exercer entre deux objets, deux corps, sous l'effet de leur masse. Pour illustrer, j'ai fait apparaître ici un schéma où on a deux objets, un objet bleu, un objet rouge, caractérisés respectivement par leur masse, M1 pour le bleu, M2 pour le rouge. Et je considère qu'ils sont séparés d'une distance d. Donc je vais vous faire apparaître la force que l'objet bleu exerce sur l'objet rouge. La voici, donc c'est une force attractive, donc l'objet rouge sera attiré par l'objet bleu. Et voici l'expression de l'intensité de cette force, c'est G, une constante, que multiplie le produit des masses des deux objets, divisé par la distance qui les sépare au carré. Je vous fais apparaître ces unités, la masse en physique c'est toujours en kilogrammes, la distance en mètres, et la force s'exprime en newton. Bien comprendre, je vais prendre un exemple, je vais représenter la force de gravitation qui est exercée par la Terre sur la Lune. Alors voici un schéma qui représente la situation avec la Terre ici et la Lune qui gravite autour de la Terre. Je vous fais apparaître la distance D dans ce cas précis. En fait, c'est la distance qui sépare le centre des deux astres, donc centre de la Lune, centre de la Terre. Et je fais apparaître sur une des trois lunes qui était sur le schéma la force que la Terre exerce sur la Lune. Donc c'est bien une force attractive dirigée du centre de la Lune vers le centre de la Terre. Et si j'exprime l'intensité de cette force-là, donc je retrouve l'expression que j'ai là avec les masses. Cette fois-ci, c'est la masse de la Terre, masse de la Lune, et D, c'est bien cette distance-là au carré. Quel est l'énoncé de la deuxième loi de Newton? Donc je le fais apparaître ici. Donc cette deuxième loi stipule que l'accélération, c'est le A que vous voyez ici, est égale à la force que divise la masse. Comment interpréter cette loi de Newton? La force, ça va être la cause du mouvement. La conséquence, ça va être l'accélération. Dit autrement, une force va engendrer une accélération et l'accélération aura pour conséquence une variation de la vitesse. Par rapport à cette loi de Newton, nous allons nous poser la question, que représente la masse que vous voyez apparaître ici? En fait, la masse, on appelle ça l'inertie mécanique. Pourquoi? Pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple de deux objets, une poussette ici et une voiture. Ces deux objets, je vais exercer la même force F. Donc ce sera la même cause pour les deux objets. Et la conséquence, ça va être l'accélération. La poussette va subir une grande accélération. Vous voyez ici la flèche de ce vecteur-là est grande. Tandis que la voiture va subir une petite accélération. Pourquoi? Parce que les masses ne sont pas identiques. La voiture a une grande masse, donc son accélération sera
plus petite, parce qu'on divise ici par la masse, tandis que la poussette qui a une petite masse aura une grande accélération. Dit autrement, plus un objet a une masse importante, plus son inertie mécanique est grande, et par conséquence, plus il sera difficile à le mettre en mouvement ou à l'arrêter. Qu'est-ce que le modèle géocentrique? Alors pour comprendre l'origine de ce modèle, il suffit de regarder cette animation-là qui nous montre le point de vue d'un observateur situé sur la Terre du mouvement du Soleil. Donc que voit-il? Il voit que le Soleil décrit un arc de cercle vis-à-vis de lui. En conséquence, les premières personnes qui ont cherché à établir un modèle du mouvement du Soleil autour de la Terre ont établi ce qu'on appelle le modèle géocentrique, où la Terre est immobile et est située au centre du modèle. Et par rapport à la Terre vont orbiter les autres astres, notamment la Lune, le Soleil et les autres planètes visibles de la Terre. Sauf qu'ils se sont rendus compte que les autres planètes n'avaient pas des mouvements purement circulaires et qu'il fallait rajouter à leurs mouvements circulaires des mouvements, ce qu'on appelle des épicycles, c'est-à-dire qu'ils allaient décrire des petits cercles en plus de leur orbite circulaire. Avec l'ajout de ces épicycles, on retrouvait à peu près le mouvement de Mars et de Neptune par rapport à la Terre. Comment est-on passé du modèle géocentrique au modèle héliocentrique? Nous allons expliquer comment, historiquement, on est passé d'un modèle à l'autre à l'aide d'une frise historique. Alors, rappelez-vous, le modèle géocentrique qui a été optimisé par Ptolémée au 1er siècle, c'est le suivant, c'est-à-dire qu'on place la Terre au centre. La Terre, c'est Géo, donc au centre de ce modèle se situe la Terre, et autour de la Terre vont graviter tous les autres astres qui sont visibles à partir de la Terre, notamment son satellite naturel, la Lune, mais aussi le Soleil et les autres planètes visibles à partir de la Terre. Sauf que pour les autres planètes, il faut rajouter ce qu'on appelle des épicycles pour traduire le mouvement réellement observé. Ensuite, donc ce modèle va perdurer relativement longtemps, puisque c'est uniquement au XVe siècle qu'il va être remis en cause par Copernic. Copernic se rend compte que s'il fait un changement, on appelle ça de référentiel, c'est-à-dire que l'observateur n'est plus sur la Terre, et maintenant l'observateur est sur le Soleil, d'où le modèle héliocentrique. Donc hélio, c'est le Soleil en grec, donc centré autour du Soleil. Copernic, en faisant ce changement de référentiel, c'est-à-dire en plaçant le Soleil au centre, il se rend compte que tous les autres astres ont un mouvement circulaire autour du Soleil. On n'a plus besoin d'utiliser des épicycles. Sauf pour la Lune, parce qu'en fait, la Lune orbite autour de la Terre. Un siècle plus tard, Galilée va valider ce modèle par une observation. En effet, il va utiliser une lunette astronomique pour observer le ciel. Et il va pointer sa lunette vers Jupiter et il va découvrir 4 satellites naturels, que sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Et qu'est-ce qu'il observe? C'est que ces satellites orbitent autour de Jupiter. Donc c'est la première observation qui montre que tout n'orbite pas autour de la Terre et qu'il existe ailleurs dans le système solaire des choses, donc des satellites qui orbitent autour d'une planète. Donc conclusion, la Terre n'est pas au centre de l'univers. Et ensuite, Kepler, lui, à la même époque, va utiliser des mesures très précises de la position des différentes planètes par rapport à la Terre, faire le changement de référentiel, c'est-à-dire placer le Soleil au centre, et en conclure que les planètes sont en mouvement autour du Soleil, mais ils n'ont pas des mouvements purement circulaires, mais des mouvements elliptiques. C'est-à-dire que les trajectoires décrites par les planètes sont des ellipses. Et enfin, au XVIIe siècle, Newton, lui, va interpréter le mouvement. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les planètes se déplacent autour du Soleil? En fait, parce qu'elles sont attirées. Donc c'est la loi, la force de gravitation qu'on a vu juste avant. Deux objets s'attirent. Par exemple, Mercure est attiré par le Soleil parce qu'il existe une force d'attraction, exprimée ainsi. Mais le Soleil subit la même force d'attraction par rapport à Mercure. Et pourquoi le Soleil ne bouge pas? Ça, c'est donné par James Newton, qui dit que l'accélération est inversement proportionnelle à la masse. Donc en fait, un objet qui a une grosse masse, celle que le Soleil, malgré qu'il subit la même force, va avoir un mouvement très petit, non perceptible. Tandis que Mercure, qui a une masse beaucoup plus petite, aura une grande accélération. Donc dit autrement, les objets les plus légers vont orbiter autour des objets les plus lourds. Quel est le mouvement de la Terre autour du Soleil? Donc je vous fais apparaître ici un schéma qui représente l'orbite de la Terre autour du Soleil. Dit autrement, la Terre a une trajectoire quasiment circulaire. En toute rigueur, c'est une ellipse, mais on peut l'approximer, c'est une très bonne approximation, à un mouvement circulaire. Et sa période de révolution, c'est-à-dire la durée qu'elle met pour faire un tour, est de 365,25 jours, une année terrienne. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce mouvement? On peut l'interpréter comme un équilibre entre deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est l'attraction subie par la Terre. Donc la Terre est attirée par le Soleil, par la force de gravitation. Et
pourquoi est-ce que la Terre ne tombe pas sur le Soleil en subissant cette force attractive là? C'est parce qu'elle a une vitesse sur son orbite. Et sa vitesse va la maintenir en orbite. Alors imaginons que je fasse disparaître la force de gravitation. Qu'est-ce qui se passerait? La Terre ayant une vitesse en orbite, elle continuerait son mouvement de manière rectiligne uniforme. Ensuite, la question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi est-ce que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et pas l'inverse? Pourquoi le Soleil ne tourne pas autour de la Terre? Parce que vous voyez que les deux astres, donc la Terre et le Soleil, sont soumis à la même force attractive, donc la force de gravitation. Et le Soleil, lui, ne bouge quasiment pas. La raison, c'est parce que la masse du Soleil est beaucoup plus grande, vous voyez ici 2 10 puissance 30, que la masse de la Terre, 6,0 10 puissance 24. Donc en fait, pour la même force, donc la même cause, la conséquence sur le Soleil sera beaucoup plus petite et donc son mouvement va exister, mais il sera très léger. Quel est le mouvement de la Lune autour de la Terre? Voici un schéma qui résume ceci. En fait, là, nous avons la Lune et la Terre, et la Lune a une orbite quasi circulaire autour de la Terre. Contrairement à la diapositive précédente, là, vous voyez, l'objet le plus massique, c'est la Terre. C'est pour ça que la Terre est au centre. Et la Lune a une masse inférieure, c'est pourquoi elle va orbiter autour de la Terre. Alors, pourquoi elle orbite? Toujours pareil, parce qu'elle est attirée par la Terre, par la force de gravitation que la Terre exerce sur la Lune, et étant donné qu'elle a une vitesse, elle va rester en orbite autour de la Terre. La Lune a une orbite quasiment circulaire, et sa période de révolution est de 27,3 jours. Alors, il faut savoir que la Lune, en plus de tourner autour de la Terre, va tourner sur elle-même, et sa période de rotation va être identique à sa période de révolution, 27,3 jours. Alors, on appelle ça un synchronisme. Donc ce synchronisme n'est pas dû au hasard. Initialement, la Lune n'avait pas sa période de rotation qui était égale à sa période de révolution, mais ce synchronisme s'est établi du fait de ce qu'on appelle des forces de marée qui ont lieu dans le couple Terre-Lune. Et donc au cours du temps, ces deux valeurs se sont égalisées et donc on a à présent ce synchronisme qui est établi. Pourquoi observe-t-on toujours la même phase de la Lune? Donc voici un petit schéma qui nous permet de répondre à la question. Vous avez ici au centre la Terre, et en pointillé, donc c'est l'orbite quasiment circulaire de la Lune autour de la Terre. Donc là vous avez 4 lunes qui sont représentées en fonction du moment où on observe. On va distinguer deux faces. La face visible de la Lune, celle qui est blanche ici, et en rouge, la face cachée. Alors pourquoi est-ce que nous on voit toujours la face visible? Parce que vous voyez, en même temps que la Lune va décrire une orbite autour de la Terre, elle va faire un tour sur elle-même. Donc elle va chaque fois présenter la même face à la Terre. Donc vous voyez, c'est tout simple, on voit la même face de la Lune car les périodes de révolution et de rotation de la Lune sont identiques. Pourquoi voit-on différents aspects de la Lune? Vous le voyez ici, donc ici c'est le premier croissant, pleine lune, dernier croissant, etc. En fait, pour expliquer ces différents aspects de la Lune, je vais utiliser le schéma suivant. Là, les flèches que vous voyez là représentent les rayons du Soleil qui arrivent parallèles par rapport à la Terre. Et donc ces rayons du Soleil vont définir la partie éclairée et la partie sombre de la Lune. En effet, si nous voyons la Lune à partir de la Terre, c'est qu'elle est éclairée par le Soleil. Et donc vous voyez, la partie éclairée fera toujours face aux rayons du Soleil. Et donc la partie sombre est ici. Et donc en même temps, je vais vous faire apparaître la face cachée de la Lune et la face visible de la Lune. Donc en rouge, c'est la face cachée, donc nous ne voyons jamais à partir de la Terre. Et donc vous voyez que lorsqu'on est dans cette situation-là, la face visible de la Lune n'est pas éclairée. Donc nous n'allons rien voir, on dit qu'on a une nouvelle Lune. Parce que lorsqu'on décrit une partie de la trajectoire de la Lune, la face visible est partiellement éclairée. Donc on va observer ce qu'on appelle le premier croissant. Ici, vous avez la moitié de la face visible de la Lune qui est éclairée. On pourra parler de premier quartier. Vous voyez, après ça va augmenter. Donc là on a ce qu'on appelle la Lune gibbeuse croissante. Et ici, on a toute la partie visible de la Lune qui est éclairée. Donc on a la pleine Lune. Ensuite, on va avoir la Lune gibbeuse décroissante, puisqu'une partie ici ne va pas être éclairée. Là, la moitié ne va pas être éclairée de la partie visible, donc on aura le dernier quartier. Et enfin, le dernier croissant, lorsqu'on n'a qu'une seule petite partie de la partie visible de la Lune, la face visible de la Lune, qui est éclairée. Donc la réponse, c'est on voit la partie visible de la Lune qui est éclairée par le Soleil. Donc, en fonction de la position de son orbite, on ne va pas voir les mêmes aspects de la Lune. Pour conclure, revenons à la question qu'on s'était posée lors de l'introduction et qui était la suivante. Comment interpréter les mouvements du Soleil et de la Lune vus de la Terre? Donc en fait, la réponse maintenant est très simple.
Donc la Terre est en orbite quasiment circulaire autour du Soleil parce qu'elle est attirée par la force de gravitation par le Soleil. Et c'est toujours l'objet le plus léger qui va graviter autour du Soleil d'après la deuxième loi de Newton. Et de la même façon, la Lune va orbiter autour de la Terre, attirée par la force de gravitation que la Terre exerce sur elle. Et parce qu'elle est plus légère que la Terre, la Lune sera en orbite autour de la Terre. Dit autrement, les astres les plus légers sont en mouvement par rapport aux plus lourds. Et ce qui explique ce mouvement, c'est la force de gravitation. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite bon vent les scientifiques. We happy? Vincent!